Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Touche-à-Tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir comme premier invité un biologiste qui est chargé de projet à la MRC des Appalaches, M. Rémi Fluet. Bonsoir, Rémi. Au tout début, il y a à peu près 6 semaines, au début du mois de février, il y a eu une importante réunion qui réunissait différents partenaires du monde agricole. Je pourrais appeler ça comme ça, c'est bien ça, hein? Oui, le 9 février. Le 9 février. Et la réunion avait un but très précis. C'était quoi? Le but, dans le cadre de réalisation du plan de développement de la zone agricole, c'était de valider les enjeux et la vision qui avait été adoptée préalablement par les comités d'élaboration du PDZA. Puis d'amener des actions concrètes à mettre en œuvre pour le futur plan d'action du PDZA. Et ça, là, cette journée-là, le 9 février, c'est ça? Oui. Ça réunissait combien de personnes? Puis touchant à quel secteur d'activité du monde agricole, là? On était environ 80 personnes de différents organismes là, qui sont impliqués dans la réalisation du PDZA et de partenaires, puis de divers acteurs là, du milieu agroalimentaire, autant des producteurs de diverses productions, du secteur de la transformation, de l'hôtellerie, restauration. Ah bon. Puis 80, est-ce que pour vous autres, c'était intéressant, ça, de voir autant de personnes participer? Oui, c'est un bon groupe. Là. On visait au départ une centaine de personnes, mais okay. On était suffisamment là, pour que tout se déroule bien puis avoir une idée assez large là, de ce que les gens pensent ou ont comme idée, comme vision pour le développement là, de la zone agricole. OK. Alors, je t'ai entendu dire à une couple de reprises le PDZA. Le PDZA, là, c'est l'abréviation du plan de développement de zone agricole. Oui. Alors, si les gens nous entendent parler du PDZA, ça va être ça. Mais c'est quoi ça, ce plan de développement de zone agricole, là? Il va servir à quoi? Bien, le plan de développement de la zone agricole, c'est un document de planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole de la MRC en favorisant le développement durable des activités agricoles. Puis c'est axé sur les caractéristiques territoriales là, de la MRC. Au départ, on a fait un portrait pour caractériser c'est quoi les types de sols, quelles activités sont pratiquées, la proportion qui est couverte par la forêt ou en culture agricole. Bien, la MRC, dans un de ses mandats, c'est de faire un schéma d'aménagement sur le territoire. Est-ce que c'est inclus dans ça? Le schéma d'aménagement, c'est un document à part. Là, oui. Mais le schéma d'aménagement doit tenir compte des zones agricoles, j'imagine? Oui. Et c'est un peu, ça fait partie de ce qui a contribué à initier là, la démarche du PDZA. Tout d'abord, en 2001, le gouvernement du Québec proposait déjà au MRC d'élaborer un plan de développement de la zone agricole pour permettre justement de faire un portrait de la zone agricole, un portrait détaillé. Et réaliste de ce qui se passe dans le milieu. Oui. Okay. Puis, dans la MRC des Appalaches, c'est en 2008 que ce portrait-là a été fait lors de la révision du schéma d'aménagement. Puis, suite à ça, il y a un comité de développement agroalimentaire, le comité de développement agroalimentaire des Appalaches, qui existe depuis une quinzaine d'années dans la MRC. Eux, lors du lancement du concours d'appui à l'élaboration d'un PDZA par le MAPAC, ils ont cru bon de signifier l'intérêt à la MRC de se doter d'un tel plan, puis ils ont initié la démarche. Quand on parle de MAPAC, est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries du Québec? Et de l'Alimentation du Québec. Oui, c'est ça, OK. Mais quand je t'entends parler du plan de développement de la zone agricole, est-ce que ça a un lien avec la Commission de protection du territoire agricole? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, le gouvernement a instauré cette commission-là pour protéger
des territoires, soit les reconnaître comme étant des zones vertes ou des zones blanches. Hein? C'est les deux grandes zones. Oui. Est-ce que ça a un lien, vous autres, ce que vous faites là, au niveau du plan de développement, ou vous êtes en parallèle ou vous fonctionnez ensemble? Je ne sais pas. Je dirais que c'est en parallèle, C'est en parce parallèle, que OK. la loi de protection du territoire des activités agricoles est toujours là. La zone verte et la zone blanche sont définies. Il y a eu, par contre, des modifications quant à la réglementation de la zone verte avec l'adoption de l'article 59 qui prévoyait des zones, l'implantation résidentielle, qui permettait l'implantation résidentielle dans des secteurs moins dynamiques de la zone agricole. OK. Alors, est-ce qu'on peut dire un assouplissement? On pourrait dire ça. Oui, OK. Et maintenant, Ou là... plutôt, une identification des zones propices à ça, où c'était moins dynamique pour l'agriculture. OK, oui, OK. Alors, autrement dit, des gens peuvent avoir des résidences sur des territoires qui sont plus en attente ou où il n'y a pas beaucoup d'activités agricoles. Ouais, en résumé, c'est un peu ça. Là. Il y a ça. eu une caractérisation là, des territoires, puis certains endroits ont été identifiés où il était possible de construire. Ah bon, OK. Mais maintenant que la réunion s'est déroulée, s'est bien déroulée avec 80 personnes, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, là? Ce qui reste à faire, en fait, c'est... Là, c'est d'élaborer le plan, là, à partir de comités, oui, je pense. bien, le plan, l'élaboration est commencée. On va dire, il y a une partie qui est le portrait qui a été fait. Oui. Ensuite de ça, les comités se sont réunis à plusieurs reprises là, pour identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces du secteur. C'était la partie du diagnostic. Suite à ça, ont découlé les enjeux importants aux yeux du comité pour la région. Puis, il y a 5 enjeux qui ont été identifiés et une vision stratégique là, commune qui a été adoptée par les comités et proposée aux membres, là, aux participants du forum de consultation du 9 février. Tu parles de 5 enjeux. Est-ce que tu les as, toi, les 5 enjeux? Tu peux élaborer un petit peu à ce sujet-là? C'est quoi ce qui préoccupe davantage le milieu ici, dans la région? Oui. C'est premièrement la coordination des activités de concertation et de développement du secteur agroalimentaire, la diversification des activités du secteur agroalimentaire pour développer le caractère distinctif de la MRC, OK. la valorisation de la profession d'agriculteur, du secteur agroalimentaire et de son apport économique, l'occupation dynamique du territoire par l'utilisation durable des ressources, puis l'offre locale de formation permettant de combler les besoins du secteur agroalimentaire. Donc, il y a de l'ouvrage, là. Bien, il y a eu concertation Oui, là, pour oui. en arriver à ça. Lors de l'événement du 9 février, il y a eu des conférences là, pour donner le ton un peu à la journée. Entre autres, il y a eu 3 conférences de M. Marcel Groslot, Oui, notre président président de l'UPA, un gars de chez nous. Oui, ainsi que Richard Lehoux. M. Richard Lehoux est président de la Fédération québécoise des municipalités. Oui. Il est aussi un agriculteur et préfet de sa MRC, donc il portait des points comment concilier municipal et agricole. Puis il y avait Mme Marianne Barry, copropriétaire de la pépinière ancestrale de Saint-Julien. Ah, mon Dieu, on la connaît. Elle a gagné, justement, son entreprise a déjà gagné un prix Zénith. J'ai eu le plaisir de recevoir Marianne ici. Et elle, son leitmotiv, hein, son slogan, c'est « Si ça pousse à Saint-Julien, ça pousse tout partout ». Si ça pousse chez nous, ça pousse chez vous. Oui. Rémi, tu me disais juste... est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ça, oui? Bien, je vous dirais, il y a eu les conférences en début de journée. Oui. Puis, suite à ça, à partir des enjeux qui avaient été identifiés, il y avait des ateliers qui ont permis aux participants de mettre leurs idées en commun et de proposer des actions qu'ils croyaient importantes là, à mettre de l'avant pour dynamiser la zone agricole de la région. Là. Oui.
tu me disais juste un petit peu avant le début de l'émission que tu étais en place ici sur le territoire depuis 1 an. Hein? Oui. Est-ce que tu as eu le temps de vérifier si notre milieu agricole se porte bien, qui fait preuve de dynamisme? Est-ce que dans tes 12 mois, là, dans ton année, tu as été capable de dire « Ouais, ça vaut la peine de travailler ici » ou... Bien, c'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration dans tout. Oui. Mais je vous dirais que on n'a pas une situation agricole là, qu'on pourrait dire alarmante. Là. Okay. Si on regarde les chiffres des dernières années, là, le nombre d'entreprises est en progression depuis un certain nombre d'années. Si on recule un petit peu plus loin, il y a une légère diminution, mais il y a eu une reprise à partir à peu près de 2010. OK. Et puis quand on parle d'entreprise, on parle toujours d'entreprise agricole. Entreprise agricole. Donc, il y a eu une baisse et depuis 2010, ça revient. Je vous dirais, si on prend les chiffres de 1981 à aujourd'hui, il y a une légère diminution, ben oui. Mais de 2010 à 2014, il y a une légère augmentation. Et ça pourrait dépendre de quoi? Beaucoup de facteurs? Certains disent qu'il y a l'enregistrement des entreprises acéricoles qui a joué là-dessus. Ah oui, oui. Mais, dans la région, il y en a. Oui, il y en a beaucoup dans la région. D'ailleurs, c'est en Chaudière-Appalaches, la MRC des Appalaches et la MRC où la production acéricole est la plus importante. Oui. Et on a un bel étendard avec les frères Dubois, les cousins Dubois, là, avec eux autres là, qui font de la production biologique. Faut le faire. Et puis qui sont connus maintenant à la grandeur, là, même en Amérique, c'est-à-dire en Europe et même en Asie. Alors, donne une belle visibilité à notre MRC. Hein? Oui. Donc, qu'est-ce qui reste à faire là, pour les prochains mois, là, faisant suite à la réunion? Bien, là, les comités doivent se réunir encore pour justement valider les actions qui ont ressorti lors du forum. Toujours identifier là, qu'est-ce qui est réalisable en respectant la législation qui est en place, puis un peu identifier là, qui vont être les acteurs de ces actions-là qui vont être priorisés. Ils ont été priorisés lors du forum, mais ils vont être adoptés éventuellement par le Conseil des maires là, vers le mois de juillet. Bon. Bien, j'avais le plaisir de recevoir M. Rémi Fluet, qui est biologiste et chargé de projet à la MRC de l'érable. Pas de l'érable, on a parlé de l'érable tout à l'heure, alors c'est MRC des Appalaches, bien sûr. Et je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un athlète, et pas n'importe quelle sorte d'athlète, quelqu'un qui fait des marathons, il faut dire qu'il faut qu'il soit en forme. Et lui, il a un projet extraordinaire, et c'est pour ça qu'on l'a avec nous. Imaginez-vous qu'au mois de mai, il va aller faire un marathon sur la muraille de Chine. Oui, oui, vous avez bien compris, sur la muraille en Chine. Pas n'importe où et pas sur n'importe quel parcours. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un gars natif de Thetford, d'une famille très bien connue. Quand vous allez avoir son nom, vous allez comprendre pourquoi. Et qui demeure maintenant et qui gagne sa vie à Sherbrooke. J'ai le plaisir d'avoir Vincent Dussault. Bonsoir, bonjour. Vincent. La muraille de Chine, rien de moins que ça. Rien de moins. Bon, alors là, je vais commencer par te demander, depuis quand tu cours? Parce que pas n'importe qui qu'il faut qu'il aille courir là, comme n'importe quel marathon, il faut que tu passes faut que tu te qualifies, tout ça, là. Mais... Oui, exactement. Bien, en fait, ça fait environ 15 ans que je cours. Puis, depuis à peu près 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser plus aux courses organisées. Parce qu'avant, je courais un peu par plaisir, puis sans nécessairement avoir d'objectifs très précis. Mais en commençant les courses organisées, avec une course de 5 km, bon, j'ai pu vivre la première expérience de faire des courses, puis de courir en groupe aussi.
puis de courir contre la montre. Fait que là, j'ai eu la piqûre à ce moment-là. Oui, autrement dit, tu courais pas contre le voisin, tu courais contre la montre. C'est ça, exactement. Il y en a plusieurs qui disent ça, hein? Exact. Puis, mais tu sais, ultimement, ça reste une course que c'est contre nous-mêmes qu'on court, là. Tu sais, j'ai des objectifs à moi qui sont personnels. Puis, il ne faut pas nécessairement tout le temps se comparer aux autres. Moi, je me compare en premier lieu à moi-même, là. C'est ça, oui. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait des courses. J'ai fait un 5 km, des 10 km. Après ça, j'ai enchaîné avec des demi-marathons. Juste en passant un marathon, c'est 42,2 km. Puis, à chaque fois, je me disais, bon, mais le marathon, ça me semble difficile, ça me semble loin, ça me semble inaccessible. Mais je me suis entraîné en conséquence. Puis, il y a environ 3 ans, j'ai fait mon premier marathon à Ottawa. Puis j'ai continué de faire d'autres marathons. Puis je me disais, bon, mais la prochaine étape, c'est quoi? C'est-tu un autre marathon? C'est-tu un ultra-marathon? Parce qu'il existe des ultramarathons qui sont en somme 2 marathons, un à bout de l'autre. Fait que, mais je ne suis pas rendu là encore, puis j'ai pas nécessairement l'intérêt. Puis en regardant un peu ce qui s'offrait sur le web, je suis tombé par hasard sur un marathon sur la muraille de Chine. Hey, ça va être quelque chose, là. Ça va être... Déjà, juste voir, hein, on parle de la muraille de Chine, qui est un chef-d'œuvre de l'humanité. Et là, toi, tu vas courir dessus. Ouais, ben c'est exceptionnel. Puis j'ai vu certaines vidéos. Parce que la muraille, il faut comprendre qu'il y a des endroits où ce est quand même en bon état, mais il y a d'autres endroits où ce est endommagé. Fait que, souvent, il faut faire attention à la course, là. Il y a des images où tu peux courir, puis ça passe juste une voie de large, puis il n'y a pas nécessairement un garde-fou de chaque côté, là. Fait que c'est un peu ce thrill-là aussi qui vient avec cette course-là. Puis, durant le marathon, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a au-dessus de 5000 marches à monter. Fait que ça va être du sport. Mais comme je vous disais, quand j'ai vu premièrement ce marathon-là, ça m'a effleuré l'esprit, puis ça a resté au stade de projet non développé. Puis en discutant avec ma conjointe, qui elle aussi a commencé à courir, on s'est dit, mais pourquoi pas? T'sais, pourquoi pas qu'on le fait pas? Puis c'est là où, de fil en aiguille, on a pris les démarches nécessaires. Ça va prendre un visa pour aller en Chine. Il faut se faire inviter par le gouvernement chinois. Donc, ça prend toute la paperasse, etc. Mais on a mis tout en place pour réaliser ce projet-là, là. Bon, j'ai parlé au mois de mai, mais quelle est la date précise, là, C'est le 18 mai, pour être plus précis. Le 18 au 19 mai, okay. Donc, on part pour une semaine. Pour vous acclimater, le changement d'horaire, décalage et tout ça? Décalage, puis juste le voyage lui-même, il est quand même assez long, là. Mais donc, on arrive là le mardi, puis c'est vers la fin de la semaine que la course va se dérouler, là. On atterrit à Beijing, puis c'est à 2 heures au nord de Beijing qu'on va faire la course. Bon. Et est-ce que vous avez toutes les autorisations maintenant, là? Oui. Là, on est rendu à la mi-mars, là. Oui. C'est dans 2 mois. Tout est là, prêt. Là, tu as tout, là. Il vous reste juste... Mais là, cet hiver, là, est-ce que tu... Parce que j'imagine que ça doit demander une préparation un peu spéciale. Tu cours où, là, l'hiver? Tu cours dehors? Je cours dehors, puis oui, j'ai un entraînement spécial pour s'entraîner, pour se préparer pour un marathon. C'est sûr que l'hiver, c'est pas tout le temps facile. Le matin, souvent, je vais me lever vers 4h30 du matin. Puis quand il fait froid, puis qu'il vente, puis qu'il a neigé, ça prend 2-3 coups de fouette là, pour sortir du lit, là. Mais je vous dirais que la partie la plus difficile, c'est de se lever puis de sortir dehors. Une fois rendu dehors, bien, t'es rendu dehors. Fait que on y va, puis on court. Fait que, donc, je vais courir à peu près 3-4 fois semaine. Selon le programme, là, ça peut être des courses de 5 km. Mais graduellement, je vais faire une course... 2 semaines avant le marathon, je vais faire un marathon. Je vais faire une distance de marathon. Donc, mais c'est pas tout le temps facile parce que souvent le froid, la motivation, puis le travail aussi, puis la conciliation travail-famille. Oui. J'ai 3 garçons à la maison. Fait que ça aussi, c'est un bon entraînement.
Mais même mes garçons me voient y aller. Puis j'ai déjà mon plus jeune qui commence à courir avec moi, là. Il a fait ses premières courses l'automne passé. Puis Alors, c'est devenu une activité familiale. Si tu me dis que ta femme court et qu'elle va être avec toi là, en Chine pour courir aussi. Oui. Est-ce qu'elle va faire le marathon aussi? Non, elle va faire une plus courte distance. OK. Puis elle n'a pas l'objectif nécessairement d'aller faire un marathon pour l'instant, mais elle, juste de courir. Déjà en partant, elle a dit « Moi, je ne suis pas une coureuse. » Déjà qu'elle a déjà fait un 5 km, puis elle a eu l'euphorie elle-même quand elle a fait ses premières courses, de voir tous ces gens-là autour de nous qui courent puis qui s'encouragent. Pour moi, c'est un gros thrill que je vis à chaque course que je fais, là. Et le marathon de Chine, de la muraille de Chine, ça va être quel énième marathon, ça? Bien, en fait, ça va être mon 7e, parce que j'ai déjà 6 marathons de fait. OK. Puis tu vas en faire un avant de partir? Oui. Ça prend combien de temps, un marathonien, pour récupérer comme il faut? Là, tu me dis, je vais le faire 2 semaines avant. Alors ça, là, avec tous les préparatifs, est-ce que tu vas être en forme, tu vas pouvoir récupérer assez pour être satisfait de ta performance sur la muraille de Chine? La théorie dit que ça peut prendre environ 1 à 2 semaines où il faut y aller plus mollo. Moi, je suis un peu extrême, là, puis j'ai besoin de courir parce que ça me fait énormément de bien, mais souvent, 2-3 jours après, je vais recommencer à courir plus mollo. Faible distance, peu de temps. Donc, je dirais la règle générale, c'est vraiment l'hydratation. L'hydratation en premier lieu, parce que souvent, les gens, j'en ai vu souvent durant des courses, des gens mal hydratés, qui ne prennent pas le temps de s'hydrater. Parce que des fois, la soif, on la ressent, on ne va pas la ressentir nécessairement tout le temps. Mais c'est important de bien s'hydrater parce qu'on perd énormément d'eau en courant. Puis c'est encore plus vrai quand les températures il fait chaud. Surtout l'été, des fois, il faut prendre le temps de bien s'hydrater avant et après également aussi. Et à la mi-mai, en Chine, ça va être quoi à peu près la température? C'est tempéré, ça va être autour de les 20 degrés. Bon. C'est sûr qu'il y a un peu d'altitude. Ça peut jouer un peu sur la qualité de l'air, si on veut, là. Mais en fait, la quantité d'air. Puis il y a beaucoup de gens qui me parlent, mais la Chine, il y a beaucoup de pollution, fait que la qualité d'air aussi peut venir jouer en ligne de compte, mais c'est pas des choses qui vont m'arrêter. Puis en bout de ligne, je cherche pas non plus à faire un temps extraordinaire là-bas. Je cherche surtout à être émerveillé devant ce spectacle-là. Ce chef-d'œuvre-là, oui. Exactement. Quand tu dis que tu cherches pas à défoncer les murs, c'est le cas de le dire. Mais c'est quoi tes meilleurs temps? Et est-ce que tu vises au moins ces temps-là? Ou... Non, j'ai des meilleurs temps. C'est au marathon d'Ottawa. Je m'étais qualifié il y a 2 ans pour le marathon de Boston. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marathon d'Ottawa, c'est une distance qui est relativement avec peu de dénivelé, donc il n'y a pas beaucoup de montée et de descente. C'est moins exigeant? La Chine, ça va être autre chose. Oui, tu as parlé combien de marches? Il y a au-dessus de 5000 marches. Donc, c'est monter, très escarpé. Oui. Puis, tu sais, je peux faire un comparatif. J'avais fait il y a 1 an le marathon à Magog, qui apparemment est un des marathons les plus difficiles en Amérique du Nord. Puis, c'est justement à cause du dénivelé, là. Donc, ça paraît pas beaucoup, mais quand il y a du dénivelé, le cardio, c'est plus difficile, puis c'est plus difficile pour les jambes. Et tu as fait ça en combien de temps? J'avais fait ce marathon-là en 3 heures et 20 minutes de mémoire. Mais tu sais, on a tout le temps des objectifs dans la vie, puis je disais qu'il ne faut pas se comparer à d'autres, mais ça m'impressionne tout le temps de voir certains gens, par exemple, quand je me suis qualifié à Ottawa, j'avais fait un temps d'environ 3 heures, puis le vainqueur, il avait fait ça à peu près en 2 heures et 5, donc... Il vient de retrancher 1 heure. Non, 1 heure, puis ça veut dire que la personne va courir environ 20 km/h. 20 km à l'heure, là? Pendant 2 heures sans arrêt, là. Fait que c'est assez... C'est la constance qui est difficile. C'est la constance, ça, que c'est assez... Ça m'impressionne beaucoup. Tu sais, souvent, les gens vont me dire « Hey, ça m'impressionne, Vincent, ce que tu fais. » Bien, moi, il y a d'autres choses qui vont m'impressionner, mais il y a toujours des choses qui m'impressionnent, donc...
Oui. Il reste à peine 2 minutes, Vincent. J'aimerais ça juste qu'on te connaisse un peu mieux. Je t'ai présenté tout à l'heure comme étant quelqu'un que les gens devraient être capables de te situer. Famille Dussault. Tu es le fils de Pierre Dussault. De Pierre Dussault, le pharmacien, le musicien. musicien surtout. Donc, toi, tu es un des 7 enfants de Pierre. Je suis le dernier. Tu es le dernier, Oui. le bébé de la famille. Le bébé de la famille. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu demeures à Sherbrooke maintenant? Oui, exact. Présentement, je suis directeur de l'ingénierie dans une compagnie qui s'appelle ExoS. C'est une compagnie qui fabrique des pièces pour le domaine automobile, donc en plastique. Puis on est 8 personnes, dont moi-même, qui a fait le rachat, l'acquisition de cette compagnie-là il y a environ 2 ans. Ah bon? Donc, mais ça aussi, c'est du sport, c'est beaucoup de travail. La famille avec les enfants, c'est une autre dimension à ma vie. Donc, la course, je trouve que pour moi, ça vient un peu enlever le stress, ça vient me redonner mon temps qui m'appartient à moi-même, puis ça me permet de garder un esprit, puis un esprit surtout équilibré, parce que des fois, ça peut devenir assez rock'n'roll, là, les 3 ensemble. Alors, Vincent, malheureusement, le temps de l'émission est terminé. Je te souhaite la meilleure des chances. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Vincent Dussault, qui, le 18 ou le 19 mai, à la mi-mai tout de même, va faire le marathon de la muraille de Chine. Rien que ça. Rien de moins. Alors, la meilleure des chances à ta compagne et à toi. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.